Quel plaisir de vous retrouver depuis le Onomo Hotel pour ce numéro de Au Féminin. Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon Première. Ce mercredi, nous allons plancher sur l'importance de la transmission intergénérationnelle. Qu'est-ce que la transmission intergénérationnelle? Aussi, comment est-elle perçue et vécue par les générations, tant sur les plans social, éducatif et politique? Pour en savoir davantage, nos invités vont nous édifier. Tout d'abord, celle qui est de retour sur ce plateau, Madame Justine Judith Lekogo, est députée de la transition et la coordinatrice du mouvement Copil Citoyen. Sophie Owanga Akaze, épouse Koussou, est des nôtres parce que toutes les questions liées à la bonne préparation de la jeune fille avant le mariage lui tiennent à cœur. Elle est inspecteur du travail et vice-présidente du mouvement pour la Concorde nationale chargée des finances. Et puis, elle vient nous voir pour la première fois. On pourrait la comparer aisément à un caméléon à cause de ses multiples casquettes qu'elle change en fonction du lieu, voire du milieu. Madame Victoire Issembe, épouse Lasseni Dubose, est femme politique et écrivaine. Et voilà pour le décor au féminin. Et c'est parti sur Gabon Première. Et merci encore de nous rejoindre sur Gabon Première, tout comme mes invités à qui je vais souhaiter la bienvenue sur ce plateau. Mesdames, bienvenue sur le plateau de Au Féminin. Merci. Merci. Alors, sans transition, on va y aller tout de suite avec le traditionnel premier tour de table, en commençant par celle qui vient nous voir et dont on rêvait d'avoir sur ce plateau de Au Féminin, Madame Lasseni Dubose Victoire. Oui. Je sais, en partant, et sûr, que vous êtes la grande Bassam en Côte d'Ivoire pour des raisons particulières. Oui, c'est vrai que je suis née en Côte d'Ivoire sous la coloniale, avant les indépendances, parce qu'à l'époque, les Français, les Africains étaient affectés dans n'importe quel pays. Et mon père de nationalité gabonaise avait été envoyé à Grand Bassam parce qu'il était comptable. Et ma mère, qui était sage-femme, a donc travaillé dans la maternité de Grand Bassam où je suis née. C'est tout simplement la raison pour laquelle je suis née à Grand Bassam et ça m'a donné donc cet attachement à la Côte d'Ivoire. Voilà. Et ce dont vous parlez très peu, c'est votre formation académique et la psychologie, oui. Ça a été votre formation. Oui, quand j'étais jeune, c'est ma mère en fait qui a orienté ma carrière. Elle disait, toi, tu seras ou avocat défenseur ou psychologue. Parce que je trouvais toujours des raisons pour défendre les autres. Elle me disait, tu seras avocat défenseur ou psychologue. Et puis, finalement, j'ai été happée par la psychologie, un peu mystique. Depuis toute jeune, je suis un peu mystique, un peu mystérieuse. Très observatrice. Oui, très observatrice. Et j'arrive toujours à trouver des raisons de défendre les autres. Je ne suis jamais dans la condamnation. On me trouve pas là-dedans. On me trouve dans la défense. Et ça se sent parce que on trouve que vous êtes très porté vers l'éducation. Parce que on va pas dire que vous voulez refaire le monde, mais vous observez, sans risque de me tromper, vous me corrigerez, vous observez des failles et vous proposez des solutions pour qu'on en sorte. Oui, ça tient aussi à l'éducation que j'ai eue quand j'étais enfant. Enfant, à cause d'une éducation assez rude, j'ai fini à l'internat parce que ma mère, elle était plutôt dans la douceur, dans les câlins. Et nous sommes tombés à un moment donné, dans une famille assez rude où l'éducation était dans la fessée, parfois le piment dans tous les orifices. Je laisse passer moi l'expression. Ah oui, j'ai connu ça. Et j'ai fini dans les internats et en grandissant, je me suis dit, je ne veux pas que d'autres filles vivent ce que moi j'ai vécu. Et donc j'étais toujours dans la quête, la recherche de solutions pour que les femmes ne vivent pas ce que moi j'ai vécu quand j'étais jeune. J'étais dans la défense de l'enfant et comme je suis aussi un peu artiste
je me suis lancée dans la mise en place des enfants du monde. Mais pas un peu. Parce que vous sautez une étape là, pas un peu. On va en parler. Les hautes fonctions, vous en avez connues sous feu Omar Bongo Ondimba. Oui, c'est vrai. Vous avez été sa conseillère spéciale, vous avez été ministre, on va le dire tout simplement, des Affaires sociales, PCA de l'ANBG. Oui. Je vous laisse compléter la liste. Alors, j'ai été conseillère, j'aime bien cette anecdote parce que les gens se disent, mais comment on fait pour occuper de tels postes? C'est pas parce que forcément vous êtes connu, hein. Je vais vous dire comment je deviens ministre de la République. Le matin de ce jour-là, nous sommes au Parlement et on nous dit là-bas que le président a proposé que je sois la première vice-présidente de l'Assemblée nationale sous Zubangi Ndaba. Je la prends en même temps que les autres, mais il y avait une dame d'un certain âge qui était là avant moi comme députée qui fait un bruit pas possible et ça me choque tellement que pour moi qui suis une femme spirituelle, j'entends la voix intérieure qui me dit donne-lui le poste. Et je me dis mais c'est quand même la première femme, premier vice-président. On écrit une page de l'histoire de notre pays. Oui, et puis j'entends encore donne le poste. Et je dis je peux les citer, ils sont là, ils peuvent témoigner, Monsieur Jacques Adieno, Paulin Obam qui vient de partir, le ministre d'État à l'époque Oyemba et d'autres ministres, je leur dis, est-ce que moi je peux prendre la parole? J'ai dit à la dame, retiens ce que je vais te dire là. Jusqu'à la fin de tes jours, n'oublie pas ce que je vais faire. Prends le poste. Je ne savais même pas que j'allais être nommée. Prends le poste. Et donc, c'est comme ça que le soir de ce jour-là, tout le monde m'appelle, félicitations. Je dis, mais non, j'ai pas accepté le poste. On me dit, non, tu viens d'être nommé au gouvernement. Parce que lorsque le président a pris mon geste, ils m'ont trouvé un poste au gouvernement. Voilà comment je deviens ministre. Donc, ce n'est pas un arrangement. Je ne savais même pas que j'allais être un jour ministre. Donc, j'ai occupé des postes, effectivement, sans demande, sans écrit. Et c'est là où je dis, il y a la main de Dieu. Moi, je suis une femme de foi. Je dis, ma destinée, elle est écrite par Dieu. Et partout où je suis passée, j'ai vraiment le sentiment que je suis en mission commandée de la part de Dieu. C'est pour ça, tout ce que je fais, j'essaie de le faire avec amour. En vous livrant en aveugle au destin que Dieu a tracé pour vous. Et on le ressent. On le ressent aussi. Quand j'ai été députée, vous allez dans mon siège électoral, vous allez voir les actes que j'ai posés, construction de passerelles pour les populations, corps de garde. C'était pas le rôle, elle le sait, les députés, c'est pas le rôle régalien des députés. Nous ne sommes pas là pour construire, nous sommes là pour être plutôt des plaidoyers, des défenseurs des attentes de nos populations. Mais moi, j'ai posé des actes parce que ça venait de mon cœur. Oui, le social est inné en vous. Et parlant d'actes aussi, vous avez parcouru les 9 provinces. Déjà, un sujet qui était tabou à l'époque, parler du VIH/SIDA, c'était vraiment waouh. Sans compter que vous avez toujours milité pour qu'il y ait beaucoup plus de présence féminine en politique, quand on sait que tout commence par la politique. Bien sûr, je pense les jeunes dames qui sont là, je ne les citerai pas. Je préfère que ce soit elles-mêmes qui fassent le témoignage. Mon combat, je me suis dit, Victoire, tu as la grâce, la chance d'occuper ce poste-là. Tu n'es pas la plus intelligente, tu n'es pas la plus merveilleuse. Dans tes postes, il faudrait que tu te battes pour hisser un maximum de femmes. Et je partais du principe que si les femmes ne sont pas dans ces positions-là, elles ne trouveront jamais d'avocats défenseurs pour faire passer les lois qui leur sont avantageuses. Donc, il fallait que les femmes elles-mêmes arrivent à ces postes-là pour défendre leur cause. Et c'est comme ça que j'ai sillonné le Gabon tout entier, département par département. Je connais tous les départements du Gabon. Ils m'ont tous vu pour aller offrir des micro-projets aux femmes en fonction de des situations géographiques. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repéré par province 2 femmes cadres, des femmes cadres. Et ce sont elles qui nous ont précédés dans chaque province pour aller détecter quels étaient les micro-projets qui pouvaient marcher ici ou là. Et paix à son âme, j'ai une grande... Et c'est le moment pour moi de présenter mes condoléances à la famille Nyonda, parce que la dame qui vient de partir, Yolande, fait partie des 2 femmes que j'avais choisies dans l'Angounier. Et chacune est revenue avec un micro-projet, des micro-projets
Il y en a eu au total, je crois, 213 sur l'ensemble du territoire. Et grâce aussi au président Omar Bongo qui a compris ce que nous étions en train de faire et qui a contribué à ce que ces femmes-là aient les micro-projets. Donc, il y en a eu dans toutes les provinces. Il y en a qui ont bien fonctionné, d'autres peu. Et parfois, avec la main méchante des hommes pour retirer les micro-projets. Sinon, ils perdaient ces femmes pour qui ils étaient les rois parce qu'ils apportaient des fonds. Alors, si vous nous rejoignez seulement à l'instant, Au Féminin s'est lancé. Là, nous faisons le premier tour de table et sa biographie, elle est tellement dense qu'on essaie de la survoler parce que c'est pas l'objet de l'émission, mais on ne saurait terminer avec vous sans évoquer quelques points de vos actions, de vos activités artistique, parce que il y a beaucoup d'artistes qu'on connaît, mais ce sont des bébés de Madame Dubose, en l'occurrence Arnaud Jude. Et puis j'ai découvert que vous écriviez ou vous prestiez parfois avec un nom d'emprunt. Ouais, Oui, Zendeko Yazize. oui, c'est vrai que mon nom d'emprunt, c'est Zendego Yazize. Je l'ai utilisé quand j'ai mis en place mes chansons composées pour la gloire de Dieu, pour le gospel. J'utilise comme ça des noms pour ne pas mélanger et la politique et l'artiste, pour couvrir l'un et protéger l'autre aussi. Oui, c'est vrai que j'ai un Alors, nom la d'emprunt littérature, parfois. c'est votre dada, c'est votre La bébé. littérature, j'ai toujours aimé écrire. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé la poésie. Et c'est vrai, j'ai écrit mon tout dernier livre, c'est le livre politique, qui retrace un peu mon parcours, mais qui donne des orientations politiques à qui veut aller le lire et voir ce qu'ils peuvent en tirer. Je suis sûre que Justine va l'avoir. Hein. J'ai aussi donc des poèmes et puis j'ai aussi écrit un livre pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors, vous allez me permettre d'énumérer très rapidement les distinctions parce qu'elle en a reçu sur le plan national, commandeur de l'ordre du mérite national gabonais, officier de l'ordre des étoiles équatoriales gabonaises au niveau international. Je sais que si j'en oublie, vous allez compléter commandeur de l'ordre de la Pléiade, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, chevalier de l'ordre du mérite français. Est-ce que j'en ai oublié? Non, je crois qu'on va s'arrêter là. C'est déjà bien comme ça. Voilà. Alors, on va pas ça nous donne l'occasion de nous tourner vers la nouvelle Avec génération de femmes d'action. Moi, je préfère la qualifier comme ça, Justine Judith Lekogo, qui est issue d'une grande famille, 9 enfants. Elle occupe la 4e place. Elle aussi, elle a étudié, je dirais pas en Côte d'Ivoire, mais elle, c'était l'Afrique du Sud. Pourquoi ce choix? Je dirais que c'est pas vraiment un choix. C'est-à-dire, quand on a le bac à l'époque, et je crois que les bourses et stages, bien avant cela, ils avaient mis en place un programme. Les meilleurs élèves, on les sélectionnait dès le départ, c'est-à-dire au niveau à partir de la fin du 2e trimestre. Et quand vous êtes sélectionné, une fois vous avez le bac, vous avez la possibilité d'aller à l'extérieur. Et donc malheureusement, mon dossier ça a disparu au niveau des bourses et stages. Normalement, les pays qu'on m'avait attribués, c'était soit l'Allemagne ou le Canada. Parce que j'avais été sélectionnée, j'étais partie parmi les 3 premiers de la classe. Mmh. Et donc, à la fin, je me suis retrouvée sans mon nom au niveau des bourses et stages. J'avais remis le dossier à une tante et puis le dossier a disparu. Et donc, il n'y avait pas de nom. Je n'ai même pas eu la bourse du Gabon. Et j'ai fait tout un tapage. Et c'est comme ça que j'ai ramené le dossier avec ma tante. J'ai fait le tapage. Et on a ramené le dossier aux bourses et stages. Et arrivé là-bas, il nous a été dit que les autres enfants étaient déjà partis, les autres élèves étaient déjà partis, et qu'il fallait me trouver quelque chose, comme j'avais bien travaillé. C'est comme ça que j'ai été envoyée en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud aussi, c'est même pas votre choix, parce qu'elle a fait économie, mais c'était pas son premier choix. Oui, c'était pas mon premier choix. J'avais opté pour la littérature, parce que, vous savez, au niveau du Gabon, comme je le disais toujours, on a des soucis. Souvent, certains enseignants vous découragent dès le départ.
les enseignants scientifiques nous disaient toujours qu'on n'allait pas, pour avoir une moyenne de 15, de 16, il fallait vraiment surmonter un certain nombre de choses et que c'était pas facile. Et donc, ça rentre directement dans le mental. Et là, vous travaillez juste pour avoir la moyenne. Donc, moi, les maths, ce n'était pas mon dada. Ce n'est qu'au bac que j'ai eu 15 de moyenne au bac, en maths. Je me demande comment je fais. Donc, c'était pas mon dada. Et la physique n'était pas mon dada. Donc, les séries scientifiques n'étaient pas mon dada. Et donc, j'ai opté pour la série A1. Donc, c'est un peu semi-littéraire, semi-scientifique. Et j'ai eu mon bac. Et quand j'arrive en Afrique du Sud, je me dis, bon, je vais aller continuer dans la littérature parce que c'est plus facile, je vais faire l'administration. Et en arrivant, surtout en Afrique du Sud, quand vous êtes en année préparatoire, parce qu'après l'année de langue, on vous met en année préparatoire, et je crois que j'avais très bien travaillé. Oui, j'avais très bien travaillé. Je n'avais que 100% en mathématiques. J'avais des très bonnes notes en maths. Et donc, on m'a demandé on m'a orienté en mathématiques appliquées. Et l'université m'a orienté en mathématiques appliquées parce que après, vous faites des choix. J'avais choisi d'aller faire de la littérature et on m'a orienté en mathématiques appliquées. C'est comme ça que j'ai décidé de ne pas le faire. Je dis, je vais pas être enseignante et je vais pas faire mathématiques appliquées et je me connais pas en maths. Mais les responsables de l'université, le dean et autres, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, soit vous faites mathématiques appliquées, soit faire une série scientifique, soit vous ne restez pas ici. Parce que notre problème au niveau de l'université, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et vos résultats nous prouvent que vous allez plus ou moins vous en sortir en mathématiques. Et c'est comme ça que je refusais. Et ils m'ont dit, bon, on va vous envoyer en économétrie, département économique. Et donc, je suis allée au département économique et on m'a poussé à faire l'économétrie. L'économétrie, ce sont les mathématiques. Voilà. Donc, c'était peut-être ça sommeillait en vous, mais c'est le Gabon qui est content de vous avoir eu, parce que vous êtes revenu d'Afrique du Sud avec un bachelor, avec un master. Oui. Vous êtes allé, le ministère de l'économie, vous connaissez, vous avez été ministre délégué, le FMI. Justine, mais comment vous faites pour passer d'un endroit à l'autre et impacter toujours les endroits? Moi, je suis un peu polyvalente et puis je n'aime pas rester figée à un endroit. Quand je suis rentrée, je suis allée à la direction générale de l'économie et comme en Afrique du Sud, il y a des stages, on fait des stages. Vous savez, le système anglophone, c'est la pratique. C'est pas la théorie. Donc, j'ai eu la chance de travailler en tant que stagiaire à la South African Reserve Bank et South African Stock Exchange, c'est-à-dire le marché financier. Et j'ai travaillé au département statistique, mais ce sont des stages. C'était juste des stages. Et donc, quand je rentre, j'avais visé deux options. Soit aller à la direction générale de l'économie, apporter c'est que j'ai pu apprendre au niveau de la direction statistique de l'Afrique du Sud, département statistique de l'Afrique du Sud, ou aller à la COBAC ou à la Banque centrale. Mais bon, et comme nous sommes des enfants des prolétaires, on n'avait pas la facilité, il n'y avait pas d'ouverture. Vous êtes des enfants de? Mais des enfants des pauvres, on n'a pas Mais non, on n'a pas des noms. Les enfants des pauvres qui brillent aujourd'hui. Oui. Et comme je n'avais pas de nom, c'était pas facile. Il y avait pas d'ouverture. Et c'est comme ça que je suis allée déposer mon dossier à la direction générale de l'économie pour des stages. Donc, il fallait refaire des stages. J'ai refait des stages et j'ai vu des manquements et je voulais réellement travailler au sein de cette direction parce que je voulais apporter plusieurs choses parce que je voyais qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire à la direction générale de l'économie pour plus ou moins permettre à notre pays d'améliorer les données statistiques, d'améliorer même les études. Parce que en Afrique du Sud, le département statistique travaillait en collaboration avec l'université. Donc, le département économique. Donc, on menait des études, on travaillait à l'université, mais on avait l'impression d'être connecté non seulement à la South African Reserve Bank, mais on était aussi connecté au département statistique, on était connecté au marché financier. Donc, vous êtes étudiant, mais vous êtes déjà sur le marché de l'emploi. Alors qu'ici, et moi, ce que je voulais apporter au niveau de la direction générale de l'économie, c'était ça. Parce que je trouvais que les étudiants sont plus ou moins au niveau de l'université l'UOB, on a des étudiants. Mais la pratique, la pratique, c'est pas seulement ça. Donc après, je suis allée, j'ai été promue au cabinet du ministre de l'économie en charge d'études. J'ai évolué jusqu'à être peut-être
à être conseiller. Et après, j'ai voulu changer. Je suis allée à la Banque mondiale. Je vis qu'il y avait un programme au niveau de la Banque mondiale. J'ai postulé. On a retenu votre candidature. On a retenu ma candidature. J'ai passé du temps à la Banque mondiale. De la Banque mondiale, j'ai vu que le FMI cherchait un économiste local parce que je voulais rentrer au Gabon, au niveau du Gabon, parce qu'ils étaient en train d'installer les bureaux. Ils cherchaient un économiste au niveau du pays et pour la zone et tout et tout. Mais moi, j'ai postulé et j'ai été acceptée. Et je suis devenue économiste locale du Fonds monétaire international. Et comme je n'aime pas trop être à l'étranger, ça m'a arrangé et ça m'a plus ou moins aidé à rentrer au Gabon. Et de là, j'ai été nommée ministre déléguée. Mais j'ai toujours pensé que cette nomination n'était pas une promotion. Toutes les nominations ne sont pas des promotions. C'était plus un piège. Parce que, en étant au Fonds monétaire international, j'avais une indépendance financière qui ne disait pas son nom. Et j'ai mené des actions. J'avais du monde derrière moi. Et je crois que j'ai été nommée, c'était pour me casser. Et quand j'ai vu ça, je suis repartie au FMI, terminé mon contrat. 2 mois après. Et 2 mois après, j'ai créé le Copil citoyen pour essayer de combattre la corruption, combattre un certain nombre de choses. Parce que quand vous travaillez sur un pays, dans des organismes, vous avez une visibilité sur la gestion de pays, vous avez une visibilité sur un certain nombre de choses. Et à un moment donné, vous avez envie d'apporter un plus. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous allez continuer à le faire parce qu'aujourd'hui, vous faites partie aussi du Parlement de la transition, députée de la transition, et partout où elle passe, elle bouscule les lignes parce que elle a une vision, elle veut que ça impacte des vies, c'est tout ce qu'on demande, Justine, et je sais qu'aujourd'hui, vous ne direz plus que vous n'aviez pas un nom. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous faire un nom parce que vous n'avez pas terminé. On m'appelle la self-made woman. Là? La self-made woman. Voilà. Et même nos aînés en politique, moi je prends le cas de monsieur Jean-Pierre Oyeba, lui c'est comme ça qu'il m'appelle, la self-made woman, parce que il a vu, il a assisté, il a regardé mon évolution. Et lui, il en est fier. Et nous aussi, on sait que vous allez continuer à impacter les vies des femmes, surtout où que vous passiez, parce que on ne peut pas l'enfermer dans un secteur. On a vu qu'elle est libre, elle y va là où le besoin se fait sentir. Et juste à côté de vous, Sophie Owanga Akaze, épouse Koussou. Moi, quand j'ai jeté un coup d'œil sur votre parcours, et ce qui m'a touchée, c'est que vous faites un point d'honneur en fait déjà parce que vous êtes estomaquée, de constater que les jeunes filles, surtout celles qui vont en mariage, n'ont plus de formation. Mais avant d'en venir à ça, que vous réagissiez, vous êtes inspecteur du travail. Oui, merci madame, je le suis. Mais avant d'être inspecteur du travail, j'ai d'abord fait des études de comptabilité-gestion parce que depuis le jeune âge, j'ai toujours aimé le commerce. J'ai toujours aimé faire quelque chose, c'est-à-dire j'ai commencé à créer dès le jeune âge des petits commerces dans la vente des fabriques des gâteaux, dans l'épicerie. Et je suis restée accro là-dedans. Et donc, comme j'avais des bonnes moyennes en comptabilité, en maths, j'ai fait d'abord mes études 5 ans au Togo. Là-bas, j'ai obtenu un BTS en comptabilité-gestion. Donc, je rentre au Gabon le 5 mars 1995, où je prends mes fonctions directement au cabinet de l'ancien ministre du Travail, monsieur Lofeu Pendi, Wiki. Et j'étais la main droite du conseil financier. Mais vu les horreurs et les tracasseries du cabinet du ministre, j'ai préféré qu'on m'envoie dans une direction, donc la direction des ressources humaines. Donc j'étais affectée à la DAF, où je suis restée pratiquement 15 ans. Après, je change de filière, je repars à l'école pour être inspecteur du travail. Et après, il y a eu dans la politique du président sortant, Ali Ben, son excellence, Ali Ben Bongo, il a créé une politique où l'inspection du travail était tellement concentrée, il y avait pas de répartition. Donc, on avait juste l'inspection départementale et provinciale qui réglait tous les conflits, individuels comme collectifs. Et donc, dans sa politique, il a créé 2 inspections.
Donc, l'inspection chargée du secteur pétrolier et l'inspecteur chargé du secteur forestier. Où je suis depuis 9 ans, je fais partie des premiers qui ont ouvert, sous la tutelle du ministre, les premiers agents à être à l'inspection du secteur forestier. Et jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à sa retraite, et comme on a augmenté encore quelques années, on n'est pas prête on n'est pas prête de partir de là. Et alors, vous êtes la vice-présidente du mouvement pour la Concorde nationale. Qu'est-ce que c'est, ce mouvement? Et chargé des finances. Parce que les petits commerces, c'est pas anodin. Ouais, si vous êtes porté quelque part. Ça continue à me poursuivre, les finances. Oui, les finances. Le mouvement de la Concorde pour le MCN, c'est abrégé MCN, Mouvement pour la Concorde nationale. C'est un mouvement qui a pour objectif de former dans plusieurs domaines. Donc le domaine politique, le domaine culturel et le domaine professionnel. Alors, l'autre pan, je vais demander je propose, je ne demande pas, je n'impose pas, parce que nous faisons l'émission ensemble, on va marquer une pause. Après ce premier tour de table, et par la suite, pour ceux qui nous rejoignent seulement, c'était le premier tour de table où nos invités ont voulu bien ouvrir les couloirs qu'elles ont jugés utiles. Après cette pause, nous allons rentrer dans le vif du sujet, l'importance de la transmission intergénérationnelle. En commençant par la définition, elles vont nous dire juste après cette pause. Vous avez un dessert, un mariage, un avis de recherche, une messe d'action de grâce, une messe de requiem, un communiqué d'ordre public. Gabon Première met à votre disposition un programme des avis et communiqués à des prix accessibles à tous. Appelez au rendez-vous au service commercial de Gabon Première situé au 2e étage de la maison Georges Raviri. Et vous faites bien de nous rejoindre sur Gabon Télévision. L'émission que vous prenez en cours, c'est Au Féminin, juste après cette pause publicitaire. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez faire passer vos publicités dans Au Féminin. Et je ne le répéterai jamais assez. Il vous suffit de passer au 2e étage de la maison Georges Raviri. Et puis, nous, on se fera le plaisir de diffuser vos publicités. Et avant de marquer la pause, je disais, et c'est toujours le cas, le thème, c'est l'importance de la transmission intergénérationnelle. Pour ceux qui ne comprennent pas toujours ce que c'est, mais nous, ce qu'on a sur ce plateau, 2 générations, qu'est-ce que c'est la transmission intergénérationnelle? Est-ce que c'est de mise même aujourd'hui? Si oui, pourquoi, Madame Dubose? Oui, c'est encore de mise. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a une cassure. Il y a une cassure entre la génération qui est la nôtre et la génération des filles qui viennent après nous. Parce que, je ne sais pas si c'est l'école qui a apporté ça. Je prendrai l'exemple qui est le mien. Je vais d'emblée dans quelque chose qui me revient souvent, que ma mère me disait lorsqu'elle transmettait. C'est une transmission. Quand une maman vous dit, tu vas te marier un jour, mais sache que l'homme que tu vas épouser, il a une maman. Elle a porté son enfant. Elle l'a eu petit, puis adolescent, puis adulte. Le temps qu'elle a passé avec son enfant est plus grand que le temps que toi, tu vas passer avec lui. Je t'ai jamais éduqué pour aller insulter une maman. Tu m'as jamais fait ça, ne va pas le faire là-bas. C'est pas facile le mariage, mais ne le fais pas. Ce qui fait que cette éducation-là, je pense que dans mon ménage, tout le monde sait que j'ai jamais élevé une seule fois le ton sur ma belle-mère. C'est ça, comme on dit chez nous, ça va commencer comment? Et donc, ça fait partie de la transmission. C'est une transmission. Ce qu'on appelle transmission intergénérationnelle, c'est la transmission d'une génération à une autre, de la plus vieille à la plus jeune. Mais on peut aussi avoir l'inverse, de la plus jeune à la plus vieille. Je vais vous donner un exemple. C'est peut-être pas forcément dans l'éducation, mais je vois Madame Lekogo.
On m'a dit, il y a une dame qui peut t'aider dans ton projet de société, parce que j'étais candidate à la présidence. Elle peut t'aider parce qu'elle a fait économie. Quand je joins Madame Lekogo, elle n'hésite pas du tout. Elle me fait la partie économie de mon projet de société. C'est une transmission de la plus jeune à la plus ancienne. Vers la plus ancienne. Et quand elle parle de moi et qu'elle me dit vous étiez nos aînés, je me dis je n'ai pas eu le sentiment d'avoir impacté la jeunesse qui est venue après moi, mais je me rends compte à chaque fois que je suis un modèle pour certaines jeunes filles, pour certaines jeunes dames, parce qu'aujourd'hui elles sont jeunes dames. Moi je suis grand-mère aujourd'hui, donc la transmission, c'est l'éducation, la bonne éducation vers, moi je parle de la bonne éducation, parce qu'il y a la bonne, il y a la mauvaise aussi. La mauvaise, c'est par exemple qu'une grand-mère ou une maman s'assoit sur la même table que la petite fille ou la fille pour descendre des régables pendant toute la journée. Ça, c'est une mauvaise transmission. À notre époque, nos mamans buvaient, mais on ne les voyait pas. Elles se cachaient dans la cuisine, elles se cachaient. On voyait pas nos mamans boire. On savait, à un moment donné, on disait, mais elle a l'air euphorique, elle a drôlement changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on ne voyait pas. Et la transmission, c'est une transmission d'éducation. Elle peut être politique aussi. Et on va en parler parce politique. que en politique, on a des choses à prendre avec vous. Et d'ailleurs, les dames qui nous suivent, qui sont portées à aller vers, prenez un carnet parce que vous prendrez des notes. Et avant de passer à Sophie, j'aimerais quand même relever un fait. C'est vrai, la transmission. Encore faudrait-il que les deux générations soient disposées à recevoir, parce qu'on voit parfois des aînés qui ont peur de transmettre. On ne sait pas pourquoi. Et des jeunes aussi qui pensent que les aînés n'ont rien à leur apprendre. Donc, quand on est disposé, cela va de soi. Mais lorsqu'on est opposé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'éducation, la transmission part d'abord de la maison familiale. Elle part d'abord de la maison familiale. Je suis une maman, je n'ai pas à attendre que ma fille me donne l'autorisation de lui dire ce que j'ai à lui dire. Je lui dis, la vie, c'est comme ça. L'école, tu dois aller jusqu'au bout, tu dois avoir ton bac, parce que demain, ce n'est pas sûr que les hommes auront la facilité que nous, on a eu d'avoir des hommes pour nous épauler. Encore que moi, je fais partie de la génération qui a commencé à travailler très tôt, et donc j'ai assisté mon époux financièrement. Je suis pas une femme entretenue. J'ai jamais été une femme entretenue. J'étais une femme qui participe aux dépenses du foyer. Donc, l'éducation part de la maison. L'éducation sur la propreté, sur le lit à faire, comment faire un lit. Tout ça, c'est la transmission. Vous n'allez pas aller dans un ménage et puis on trouve du linge partout, une petite chaussette là, et même les sous-vêtements de femmes. Un homme, quand il recherche une femme, il recherche pas la femme qui va lui apporter le désordre dans sa chambre. Il a besoin d'une femme qui fait la différence avec les autres. C'est pour ça, lorsqu'il voit la différence avec les autres, il vous lâche. Et il va vers celle qui lui apporte un peu plus. Ça peut être un peu plus. Il y a aussi la transmission dans l'éducation sexuelle. Nous, on l'a eu, mais on le fait plus à nos enfants. Ce qui fait qu'un jour... Elle ressemblait à quoi? Je sais que c'est... Là, bon, je vous mets, mais j'ose, hein, c'est vous qui l'avez sorti. Oui, l'éducation sexuelle, ce sont les grands-mères ou les grandes-tantes, c'est jamais la maman, qui, sous forme de jeu, vous apprenez l'acte sexuel. Par exemple, elles vont chanter du genre Makwarima Gwari, Makwarima Gwari. C'est un mouvement qui montre l'acte sexuel d'avant en arrière. Vous permettez, je suis une maman, je peux me permettre. Non, et puis ma body, c'est le tourniquet, la manière de faire d'acte sexuel, mais en tourniquant. Ça, c'est une transmission, mais sous forme de jeu. Nous, on était jeunes, on comprenait pas ce que ça voulait dire. On se disait, puis on était là, tout le monde se trémoussait, mais en fait, c'était une école pour l'acte sexuel. On avait la transmission aussi de la cuisine au feu de bois. Comment mettre un feu avec les 3 pierres, les bois, et faire la cuisine. Comment allumer un feu quand on n'a pas d'allumette? Avec par exemple, des pierres en frottant. Il y a toute une transmission qui se perd parce que le modernisme est venu nous casser de notre culture traditionnelle. Moi, c'est pour ça, j'ai une salle événementielle où j'ai mis en place une cuisine traditionnelle
où on donne même des cours de cuisine aux jeunes filles pour venir apprendre comment on faisait la cuisine au feu de bois. Le riz à la tomate ou le riz tout simplement à l'huile que vous faites au feu de bois n'a rien à voir avec celui que vous faites. On a l'impression que le bois sur parfume magasiné, même encore. oui, ça apporte. Donc il y a beaucoup de transmissions dans plusieurs domaines. Laver le linge. On nous apprenait à laver le linge. Et moi, j'étais en colère, j'étais déjà rebelle très petite parce que je comprenais pas pourquoi moi, on m'imposait de laver des cuvettes de linge avec mes cousines et que les garçons, eux, ils étaient au football. Ça, j'ai jamais admis ça. Et à la fin, les garçons sont venus aussi mettre la table. On leur donnait des petits travaux pas trop difficiles. Mais à la fin, j'ai vu mes frères, ils n'ont pas besoin de femmes pour faire la lessive. Mais pas trop, hein, pas trop, parce qu'après, il faut que la femme se mette en évidence et qu'elle joue aussi son rôle, oui, un rôle bien qui sûr. peut être complémentaire. Voilà. Donc Alors, la transmission, c'est tout ça. Oui. Et vous avez dit qu'on parlera en politique. En politique, oui, je reviendrai vers aussi. vous. Là, vous n'allez pas y échapper parce que elles sont déjà à la maison avec des carnets, elles vont écouter ce que vous direz entre Justine et vous et voir, et moi aussi avec. Hein. Alors, Sophie Koussou, je vais le dire tout simplement comme ça. Vous, à la suite de Madame Dubose, vous aussi, vous tenez à l'éducation de la jeune fille. Et ce qui vous met hors de vous, c'est justement quand vous voyez des jeunes filles qui ne sont pas préparées à aller en mariage et j'en passe. Merci, madame. Je vais quand même revenir sur l'importance de mettre la transmission intergénérationnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que il faudrait que la nouvelle génération suivante puisse bénéficier des valeurs humaines. Une bonne pratique de la génération précédente, parce qu'il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever en matière, par exemple, des valeurs culinaires, en matière des valeurs d'hygiène, etc. Ce point me tenait à cœur parce que si vous constatez qu'il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de divorces parce que on voit une femme qui vous présente une beauté, mais derrière cette beauté, qu'est-ce qu'il y a derrière cette beauté? À l'époque de nos mamans, parce que nous parlons de transmission intergénérationnelle. À l'époque de nos mamans, nous qui avons par exemple 60 ans et plus, les jeunes filles, on les prenait par exemple dans un couvent. Si c'est pas dans un couvent, l'environnement, avec le voisinage. Des parents disaient, nos grands-mères disaient, je les entendais parler, et je suis restée beaucoup à leur côté, que cette dame-là est en grossesse, moi j'ai mon fils de 2 ans. Si c'est une fille qui va naître, mon fils sera l'époux de cette femme. Pourquoi? Parce que le comportement du voisinage, l'environnement rassurait que ça c'est une bonne famille. Or, de nos jours, ce n'est plus ce qui se fait. Comme disait ma grand-mère, Mouloumiame, Moukadiame Samba. Ça veut dire, on se raconte plus, paf, c'est parti. On accélère des mariages sans une enquête de moralité. Comment vit cette famille? Comment les filles de cette maison sont? Mais jusqu'aujourd'hui, je peux encore dire qu'on peut encore en trouver. Parce que quand vous êtes dans le voisinage, tu te dis, mon Dieu, mais dans cette maison, on peut en trouver. Moi, je me suis permise une fois de dire à madame, je ne me cache pas, de dire à madame Maranga Moussabouche Nomarigno, je dis, mais moi j'ai mon fils qui est ingénieur. Mais ta fille, elle me dit, mais tu te manifestes, Sophie, en retard. Elle a déjà un prétendant. Parce que je l'avais observée. Très humble, pieuse. Et elle a attiré mon attention. Et de nos jours, nos enfants, nos fils, ne mènent pas une enquête de moralité. On voit une fille, tout de suite on s'engage. Mais comment concevez-vous un couple qui se marie, cette semaine-là, à peine 2 mois de mariage ou 1 mois, mais ils se battent comme des bêtes. C'est des voitures qu'on creve, des roues de voitures qu'on creve. On déchire les habits. Ils se frappent dessus. Mais alors, la faute à qui? J'ai envie de vous dire la faute à qui? Parce que là, quand j'écoute l'exposé de Victoire Dubose, qui dit on recevait une éducation, voilà, on préparait, ça allait de soi. Est-ce à dire que
les parents, soit de la jeune fille ou du jeune garçon, ont démissionné. Oui. Ils n'étaient pas là. Oui. La cassure, elle part d'où et pourquoi? Moi, je dis, elle part du côté des femmes. Les deux. Parce qu'elles n'ont pas reçu cette éducation. Elles n'ont pas reçu cette transmission. Elles n'ont pas reçu de leur maman. Moi, je transmets à mes filles. Mes filles vont transmettre à leurs enfants. Et ça ça va de excusez-moi, génération en génération. et ça, hein, je le relève. Aujourd'hui n'est pas rare parce que avant, quand on parlait d'une grand-mère ou une arrière-grand-mère, c'était une femme d'un certain âge. Aujourd'hui, les jeunes filles, faisons les calculs simples, voilà l'économiste, elle tombe enceinte à 13 ans. Elle est maman à 14 ans. Et souvent, l'histoire se répète, à 28 ans, elle est grand-mère. Est-ce que son éducation est terminée? Avant 40 ans, elle est déjà grand-mère. Oh non. Dans ce cas, comment on fait lorsque la base n'a pas été bonne? Ben, la base a été forcée parce que, je vais prendre un exemple de nos jours. Papa travaille, maman travaille. Qui transmet l'éducation? La nounou. La bonne. Non, je réponds comme ça. Ce sont des faits c'est la réels. nounou. Est-ce que c'est la nounou qui doit éduquer ta fille le dimanche pour l'apprendre à faire le lavage de ses dessous? Puisque toi-même, la mère, tu n'en fais pas. Mais on a eu des nounous aussi. Je parle sous votre contrôle, hein, que ce soit dans l'Hexagone, où elles ont appris aux enfants comment faire, comment préparer. Peut-être aussi la nounou, il faut la prendre en compte, en menant une enquête de moralité, parce qu'elle peut suppléer. Les époques se suivent, mais ne se ressemblent pas. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Il y a des nounous qui font maintenant le travail de transmission. Il y a les nounous qui font maintenant ce travail de transmission. Comment apprêter la table? Pour celle qui est curieuse, elle va dire, Tata, Marie, je peux t'aider? Tata, je suis avec toi à la cuisine. Je vais apprêter aussi le petit déjeuner. Les mamans sont soit dans les téléphones, soit c'est les raisons professionnelles. Il y a ça. Parfois aussi, aujourd'hui on parlait du 50%, je ne reviens pas là-dessus, hein. C'est une relation complémentaire parce que il peut arriver, il n'est pas rare aujourd'hui de trouver un homme au chômage, mais la femme, elle complète le vide. Justine disait, n'est pas d'accord pour l'éducation. Oui, je suis d'avis que l'éducation, normalement, c'est des deux côtés. Que ça soit du côté de l'homme, que ça soit du côté de la femme. Parce que moi, j'ai un enfant, c'est à moi d'éduquer mon fils, son comportement envers les femmes. Et c'est depuis le bas âge, ça ne doit pas se faire du jour au lendemain. Le comportement, l'éducation de la jeune femme aussi, c'est dès le départ au niveau de la maison. Et aujourd'hui, notre problème, c'est la démission des parents. Que ça soit pour les jeunes garçons, que ça soit pour les jeunes femmes. L'éducation dans le cas du mariage, ça part de la maison. Moi, par exemple, j'ai grandi avec ma grand-mère et j'ai eu des frères qui étaient avec moi. Mais nous, on a reçu l'éducation de notre grand-père et de notre grand-mère. Et l'éducation, c'était comment se comporter pour les femmes. Notre papa ou notre grand-père nous disait toujours, et disait à mes frères, que vos sœurs auront 2 diplômes, 2 bacs, 2 bachelors, 2 ceci, cela. Et vous allez plus ou moins travailler pour les femmes. Vous allez vous comporter conformément aux attentes de vos épouses. Et on demandait aussi à nous, les femmes, d'apprendre à soin de la maison, d'apprendre comment ça se passe au niveau de la maison, que ça soit au niveau de l'art culinaire, que ça soit au niveau du repassage, du nettoyage de la maison. Il y avait beaucoup de choses qu'on apprenait. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'absence de cette transmission, moi je pense que c'est tout simplement parce que les parents ont démissionné. C'est pas parce qu'on travaille qu'on n'a plus le temps nécessaire de s'occuper de son enfant. Moi je suis une jeune mère et moi j'ai fait mon enfant très tard parce que j'ai idéalisé ma grand-mère qui a eu des enfants dans le mariage. J'ai idéalisé ma mère qui a eu des enfants dans le mariage et je me suis dit moi je ne peux pas avoir un enfant hors mariage, ou bien si un enfant, mes enfants doivent avoir le même père et la même mère. Parce que autour de vous, vous n'avez pas eu une maman qui a des enfants de pères différents. Parce que pour moi, il fallait que je sois
Comme ma maman, il fallait que je sois comme ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, parce que c'était comme ça. Et aujourd'hui, on va chercher une femme dans une famille où une maman a 12 gosses de pères différents. Et qu'est-ce que vous attendez de ce genre de... Mais encore que là... De pères différents. Et l'éducation, c'est que la maman passe plus de temps dans les bars. Les jeunes filles sont dehors. Vous rencontrez, par exemple, dans une boîte de nuit, et tout de suite, 2 jours, 2 semaines après, 3 semaines après, ou 1 mois après, c'est le mariage. Vous pensez que cet enfant a reçu l'éducation? Oui, bon voilà, je crois qu'on pourrait faire d'autres émissions et on va en faire d'ailleurs pour. Donc, je voudrais juste dire que aujourd'hui, comme elle disait, c'est le passage des témoins entre 2 générations et nous assistons clairement à un choc. Il y a un choc générationnel et nous sommes en train de le voir au niveau de notre pays. Que ça soit au niveau de l'éducation, que ça soit au niveau de la politique, que ça soit au niveau social. Il y a un choc qui est là, mais non, c'est qu'on demande à nos jeunes sœurs. Moi, je suis jeune, je travaille beaucoup avec. Mais là, vous me faites penser au conseil pratique. Je préfère que vous nous rappeliez ça parce que c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Le temps pour moi que Victoire Dubose rebondisse parce que lorsque Sophie parlait, vous vouliez dire quelque chose et que finalement sur le plan politique, je sais pouvoir compter sur vous deux. Un modèle ancien, j'aime pas trop vieux parce que vous êtes encore jeune, vous n'avez pas 77 ans et Justine qui émerge et bien d'autres femmes aussi. Petite réaction. Et après, sur le plan politique, comment voyez-vous cette transmission intergénérationnelle? Non, je voulais réagir quand vous avez dit comment faire pour attraper tout ça. Et je suis d'accord avec Justine quand elle dit que l'éducation doit être des 2 côtés. On doit éduquer et les hommes et les femmes. Il ne faut pas penser que les femmes doivent plus porter un foyer conjugal qu'un garçon, sinon on en fait des papas démissionnaires. Il faut les éduquer de la même manière. Je voulais rebondir parce que vous avez posé la question. J'ai dit, quand on voit tout ça, c'est l'État qui doit prendre maintenant le relais. L'État doit prendre le relais en se disant, bon, parce que cette société qui va à volo, c'est les citoyens gabonais. Tout part de la famille. Si l'éducation est ratée au niveau de la famille, on a raté les relations dans le voisinage et on a raté même l'éducation au niveau national. Tout part de la famille. Donc, il faudrait que l'État mette l'accent sur le soutien des familles. Et là, c'est une réflexion qui doit être menée. Et c'est tout à l'heure, je crois qu'on va laisser la parole à Justine qui a mieux suivi le dossier sur le Conseil national des femmes. Oui, on y est. Mais moi, avant, j'aimerais que vous jetiez un regard au niveau sur le plan politique. Vous le disiez, vous ne saviez pas que vous impactiez les vies des femmes. La preuve, c'est que Justine, elle en rêvait. Et je sais qu'il y en a d'autres aussi, parce que vous êtes un modèle au niveau politique. Comment voyez-vous cette transmission intergénérationnelle? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes, ou même que vous attendez à ce qu'elles viennent vous consulter, ou bien que vous allez spontanément vers ces jeunes femmes? Mais quand j'ai été présidente des femmes du Parti démocratique gabonais à l'époque où j'appartenais à ce parti et que j'ai même été ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme, tous les mercredis, nous organisions au ministère de la Culture des après-midi de transfert d'informations. On a parlé de la culture, on a parlé de l'agriculture, on est même allé jusque comment tenir un foyer, comment tenir un ménage. Je me souviens de mon amie Honorine Gou, que j'avais amenée pour faire cet exposé, qui disait, mais comment voulez-vous qu'un mari s'attache à vous quand il y a 1 mois, il a vu un slip tout blanc et qui est devenu kaki tout d'un coup. Donc, vous m'excusez, c'est pour dire que ça, oui. non, c'est ça. Il faut qu'on aille dire les mots tels qu'ils sont. Et puis, comment voulez-vous qu'une femme soit attachée à un mari qui pose sa chaussette sur la table et sa chaussure indésordonnée, pas possible. Donc, donc cette éducation doit venir des 2 côtés. Oui, nous avons formé. Et les dames sont là pour le dire. On a fait venir des experts en agriculture pour nous expliquer l'importance des plantes. Ça aussi, c'est une transmission. Les plantes que l'on voit là,
Moi, si je vous vois quelques plantes, je saurais vous dire, parce que je l'ai appris quand j'étais jeune, que telle plante aide à augmenter le lait maternel. Quand on vous apprend comment augmenter le lait maternel, quand vous n'avez pas de lait pour nourrir votre bébé, les plantes servent à beaucoup. Là, vous avez un palmier. Mais le palmier, on dit chez nous, c'est ce que nos grands-mères disaient, c'est l'arbre le plus complet. De la racine jusqu'au feuillage. De la racine, vous pouvez les transformer pour en faire les parties qui aident à allumer le feu. Vous n'avez pas de pétrole, ça peut aider à allumer le feu. Vous avez les branches de palmier, parfois ça servait à la chicotte, vous voyez la branche là, il la découpait bien, nos grands-mères, et puis ça devenait une bonne chicotte. Les feuilles servent à faire le balai, on fabriquait le balai avec. Les noix de palme servent à retirer la pulpe pour en manger, pour faire de l'huile de palme. La noix elle-même, à l'intérieur, il y a des amandes pour faire de l'huile. C'est un arbre complet. Et on apprenait tout ça. En politique, parce que là, en politique, je reviens en politique. Oui, parce que, et surtout, en continuant, lors du dernier dialogue national inclusif, et je parle sous le contrôle de Justine Bekogo, il a été proposé que on passe de 30 à 40% de représentativité de femmes au sein des institutions économiques, sociales et autres. Et c'est là où la rebelle que je suis s'insurge. Pourquoi, pour les femmes, on parle de pourcentage? Pourquoi on ne parlerait pas de compétences? Si les hommes sont compétents dans un domaine, on recrute des hommes. Si les femmes sont compétentes, on recrute des femmes. Je suis contre cette histoire de 20%, 30% qu'on ne respecte jamais d'ailleurs, 40%. Je regardais à la télé une fois, en France, il y a eu le président Oligui qui s'est rendu en France. Et mon regard s'est posé là, il y avait qu'une seule femme, la ministre de la Défense, du côté Gabon. Et du côté des Français aussi, il n'y a pas beaucoup de femmes. Où est le pourcentage? Ça doit partir des petits riens du tout. Je critique pas, peut-être que c'était la délégation qui le voulait comme ça. Je suis contre le pourcentage, moi. Je suis pour les compétences. Je préfère qu'on parle de compétences parce qu'aujourd'hui, je peux vous assurer, Madame Dira, qu'il y a des compétences dans tous les domaines. Il y a des femmes ingénieures, il y a des femmes qui sont dans des domaines qu'on ne peut même pas deviner. Si on fait des statistiques, vous verrez les compétences des femmes dans tous les domaines. Moi, je vous dis, j'ai été surprise, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais quand on m'a parlé de toutes les personnes qui pouvaient m'aider sur le plan économique pour compléter mon dossier, j'ai choisi la femme parce que je me suis dit, waouh, une femme. Elle est compétente. Oui, Justine, elle est compétente. Elle a pris part à ce dialogue. Elle ne va pas trop commenter parce que je sais aussi qu'elle est pour, elle rajoute souvent, oui, elle vous rejoint parce que vous parlez de la qualité, et non la quantité. Voilà. Et Victoire, voilà, et Victoire Dubose, justement, qui, elle a appris qu'on a proposé lors de ce dialogue la création d'un conseil national de la femme. Avec quoi comme valeur ajoutée? Comme ça, nous tous, on va apprendre cette création. Oui, ben, je crois que les femmes qui ont participé, parce que comme je le disais la dernière fois, dans le cadre du dialogue, nous avons eu trois commissions. La commission politique, la commission économique et la commission sociale. Et il y a eu des femmes qui ont plus ou moins fait un plaidoyer parce qu'elles estimaient et il y a eu des contributions aussi, parce que le dialogue n'a pas commencé le 1er avril. On avait fait appel aux Gabonais pour plus ou moins apporter des recommandations, apporter leurs contributions sur un peu la situation économique, la situation politique et la situation... Donc ce conseil faisait partie donc il y a eu des recommandations parce qu'il y a eu des recommandations où les gens demandaient qu'il y ait un organe qui plus ou moins permettra à certaines femmes de s'y retrouver pour plus ou moins mettre en place des campagnes de sensibilisation, de renforcement des capacités, parce qu'aujourd'hui, et puis beaucoup porté sur la question du droit, parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits et sont devenues vraiment des victimes dans notre pays, alors que nous avons des textes de loi qui sont là, et il y a certains, il y a d'autres qui n'ont pas pu peut-être être appliqués parce qu'il n'y a pas des textes d'application, mais il y a certains qui sont là depuis peut-être Omar Bongo et jusqu'à Ali Bongo Ondimba. Donc il
été demandé, il a été recommandé de voir comment mettre en place à Ce l'époque conseil du parti national. unique, il y avait ce qu'ils appelaient la maison de la femme et on éduquait la femme. Et comme c'était le parti unique, c'était tout le monde. Il y avait qu'un seul parti. Avec l'arrivée du multipartisme, ça a disparu. Et donc aujourd'hui, c'est comme s'il y avait quelque chose Qui manque. qui manque. Qui manque. c'est- Et là, on c'est- allait chercher et on allait ce qui a chercher marché pourquoi ne avant. pas mettre ça pour que l'administration soit en charge de cela, c'est-à-dire la fonction publique. fait. Et à partir de là, on n'aura pas des appartenances, c'est-à-dire c'est pas un parti politique, c'est pas une organisation de la société civile, c'est juste géré par une, l'État. Structure de un l'État. organe, une structure de l'État. Ça, Voilà. ça, comment dirais-je, dépend de l'État et peu importe les hommes qui vont passer, la structure sera là, c'est le Gabon Qui gagne. qui gagne. Et le Gabon qui gagne, là, il n'y aura pas d'appartenance politique, religieuse et j'en passe. Le temps pour nous de marquer une brève pause et elles vont vous donner des conseils pratiques sur ce thème qui a retenu notre attention, l'importance de la transmission intergénérationnelle, un peu comme sur ce plateau. À tout de suite. En conclusion, je dirais, pour pallier à cette situation intergénérationnelle, c'est de demander aux mamans de ne pas baisser les bras. Les deux phases, que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes, il faut les élever à peu près de la même manière pour que nos mœurs, pour qu'ils ne perdent pas les valeurs de ce que nous attendons d'eux. Lorsqu'on envoie des enfants en mariage, que les mères soient honnêtes avec leurs filles et avec leurs garçons, vice-versa. Et je compte aussi sur l'État, la contribution de l'État. L'État aussi par des centres de formation, comme l'a dit tout à l'heure madame, de remettre en place la maison de la femme, parce que moi je l'ai connue, pour des formations, des valeurs culinaires, des formations d'hygiène. Parce que les centres, je trouve que les centres professionnels ne font pas assez dans ce domaine-là. Il faut le reconnaître. Donc l'État peut créer des centres de formation pour que, à la longue, nous n'aurons plus besoin de faire venir même des bonnes, des expatriés. On peut former des jeunes filles mères chez nous. On peut former des jeunes filles mères, on peut former des techniciens de surface pour avoir des atouts. C'est ce que je voulais apporter comme contribution. Très bonne contribution et sans transition, Judith Lekogo. Ok, comme je le disais tout à l'heure, nous assistons à un choc générationnel, et c'est ce choc générationnel qui est aujourd'hui à l'origine des multiples conflits, que ça soit dans le cadre politique, dans la vie active. Donc aujourd'hui, ce que je demande aux jeunes comme moi, c'est de voir comment mettre en place des stratégies qui nous permettront d'aller de l'avant. Il faut plus ou moins que l'on essaie, mais je vois que le président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, essaie de s'appuyer sur les anciens pour plus ou moins préparer le futur de notre pays. Donc, nous n'avons pas besoin de tout jeter. On sait qu'il y a eu des erreurs, mais il faut reconnaître que on peut apprendre quelque chose de ses aînés, on peut plus ou moins retenir un certain nombre, de faire la sélection, faire le choix sur les bonnes choses et entre les bonnes choses et les mauvaises choses. Et à partir de là, ça nous permettra, nous, les jeunes, de construire l'avenir de notre pays, parce qu'aujourd'hui, le futur du Gabon est entre nos mains. Et si on prend la peine de tout mettre à la poubelle, je ne crois pas qu'on va réussir dans ce cadre. Voilà. Alors, on pourrait dire que on préserve les acquis, on les améliore et on va vers le R+. C'est fait. Bon, moi, je dis que dans la relation intergénérationnelle, il y a le donner, le recevoir dans les deux sens. Je voudrais vous suggérer, Madame Dira, de multiplier cette émission-là avec une table ronde où on aura une panoplie de jeunes filles avec des mamans et qui est cet échange-là. Déjà, vous allez créer quelque chose qui va se mettre en place pour montrer que notre génération a beaucoup à apporter, et pas seulement nous les intellectuels. Même en milieu rural, il y a des femmes qui transmettent le savoir et de grands savoirs.
Je conclurai en disant aussi que dans tout ça, faut beaucoup d'humilité. Que les jeunes qui rentrent en politique aujourd'hui se disent que la politique qu'on apprend dans les livres, je suis docteur en politique, ça n'apporte, ce n'est pas aussi fort que la politique du terrain, qui est l'expérience des anciens. Je pense qu'il faut une symbiose entre la nouvelle génération et l'ancienne, et puis que chacun prenne ce qu'il a à apprendre de l'autre. Moi, je sais que j'ai beaucoup à apprendre des jeunes, tout ce qui est réseaux sociaux. Quand ma petite fille de 14 ans n'est pas là, je suis perdue. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre maintenant et que les jeunes peuvent apprendre de nous. Et même en off. Moi, je suis polyvalente. Je suis polyvalente et je peux continuer à aider et je suis pour la formation permanente. Même pour les retraités, il faudrait que l'on trouve le moyen de les former parce que le Gabon a besoin de tous ses bras. Le Gabon a besoin de plus de bras que nous n'en avons. Même les gens à la retraite, on peut les recycler pour être au service du pays. Tout ça, ça fait partie de la transmission parce que ces personnes âgées ont beaucoup à apprendre. Par exemple, comment faire des nœuds pour les bateaux. Ça, les vieux le savent, les jeunes ne le savent pas. Voilà ce que je vais dire en conclusion. Et puisque c'est elle qui conclut, alors mesdames, je vais vous prendre comme complice, même si elle ne le sait pas, mais nous on a fouillé. On sait que depuis le 3 août dernier, vous avez célébré vos 50 ans de mariage. Alors ça s'applaudit, 50 ans. Vous comprenez aisément pourquoi elle était l'une des personnes allées chercher pour cette émission l'importance de la transmission intergénérationnelle. Justine, est-ce que nous on fera 50 ans? Moi, je suis pas mariée. Bon, de toute façon, c'est à prendre. Mais voilà le temps pour moi de remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés en cette. 30 ans. Elle, c'est déjà 30 ans, mais on me souffle. Voilà, ça continue à la maison, continue aussi le débat. Merci à vous qui nous avez acceptés chez vous. On vient toujours sans rendez-vous, non pas sans rendez-vous, sans permission. Merci de nous accepter chez vous tous les 15 jours. Merci au Nomo Hotel qui met à notre disposition ces différents cadres. Nous, on vous retrouve dans 15 jours, mais ça, ce sera une autre histoire. Mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.